je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre plateforme Parlons de livres. Parlons de livres, je vous rappelle, mesdames et messieurs, c'est une plateforme destinée à promouvoir la culture littéraire, en fait la lecture. Nous recevons donc des écrivains qui veulent bien partager leurs histoires avec nous, leurs récits, et puis nous les découvrons ensemble. Voilà. Aujourd'hui, nous avons un nouvel invité, mesdames et messieurs. Il s'agit de monsieur Daniel Goran. Monsieur Goran, bonjour. Bonjour, ravi d'être avec vous. Oh, c'est merci, c'est un plaisir, hein, c'est un plaisir pour nous également. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de votre livre Brume céleste. Mais Oui, Monsieur Goran, avant de parler de votre livre, ben, je vais vous demander de vous présenter et dire aux personnes qui nous regardent qui est Monsieur Daniel Goran. d'accord. Eh bien, écoutez, je vais essayer de le faire brièvement parce que j'ai déjà quelques décennies derrière moi. Je suis né en banlieue parisienne, au Plessis-Robinson. J'ai vécu, pardon, je suis né à Paris, mais j'ai vécu, c'est une banlieue qui était composée de HLM essentiellement. Donc, j'ai vécu en HLM jusqu'à la naissance de mon premier fils à 24 ans. Euh, j'ai c'est- j'ai beaucoup vécu en collectivité, colonie de vacances, centre aéré, etc., qui m'a donné le goût d'être avec des équipes. Voilà. Après, j'ai eu envie, très jeune, de m'occuper d'enfants en difficulté. Et je voulais devenir éducateur, mais j'ai loupé la date du concours. Je voulais être éducateur justice. Et donc, après le bac, ça n'a pas marché à cause d'un problème de date. Donc, je me suis engagé une année préparation médecine pour voir, avec toujours l'idée de vouloir m'occuper d'enfants en difficulté. Et donc, en fait, je raccourcis, mais je me suis engagé après en psychiatrie pour l'enfant et pour l'adolescent. Et je me suis beaucoup occupé durant mes 40 années de carrière hospitalière d'adolescents en très grande difficulté. Ça ne m'a pas empêché de faire d'autres choses, bien entendu, d'avoir moi-même des enfants, etc. J'ai un certain nombre de petits-enfants également, de voyager et j'ai surtout, mon épouse a une demi-maison sur l'île de Sein. Et puis, par ailleurs, j'ai beaucoup voyagé en Chine, où j'ai créé une petite association pour développer les relations et les formations sur la santé mentale. Et j'ai Ah, beaucoup animé de formations en Chine, surtout des formations en thérapie familiale. d'accord. Voilà. Et j'ai toujours eu le goût de l'écriture, des histoires, parce que mon père me racontait beaucoup d'histoires. Et j'ai un goût prononcé pour les contes, mais aussi pour un très grand nombre d'histoires. Je suis passionné de lecture, tout comme vous. Ben, super, super. Je comprends alors. Je commence à avoir des brides de réponses alors, ce qui nous Oui. vaut ce récit. Ce qui Et, nous vaut ce récit, parce que je vois qu'effectivement c'est en Chine, tout ça. Je vous laisse un petit peu résumer nous dire de quoi vous parlez dans ce récit et puis ce qui vous a motivé. Vous avez commencé à donner des éléments de réponse, en fait, je comprends, ce qui vous a motivé oui. à écrire ce récit. Ben, je vous laisse expliquer aux personnes qui nous regardent, alors, de quoi vous parlez dans ce récit et qu'est-ce qui vous a motivé à l'écrire? Alors, dans ce récit, je parle d'un couple, un couple avec un jeune enfant qui rencontre une crise comme énormément de couples, bien entendu, et qui décide d'expérimenter une séparation temporaire. Du coup, le mari part sur l'île de Sein où il a de la famille et la femme, qui est aussi l'héroïne d'un livre précédent qui s'appelle Mona, c'est aussi le nom de mon chat, euh, elle décide de partir 15 jours en Chine et dans une région
que j'ai visité moi-même il y a fort longtemps, il y a presque une vingtaine d'années. Ce sont deux endroits d'une beauté fantastique où vivent des personnes absolument extraordinaires. Et à travers ce livre, à travers les péripéties que rencontrent les deux personnages principaux, j'ai voulu rendre hommage à ces lieux et particulièrement pour l'île de Sein ou aux personnes, aux habitants de l'île, etc. Voilà. Voilà un petit peu le résumé du livre. Alors, je ne vais pas tout révéler, bien entendu, mais ils ont des misères, les deux héros, des misères importantes, puisqu'il y a un aspect un petit peu policier, on va dire. Voilà, j'ai eu beaucoup de difficultés avec le meurtre. Il y a un meurtre. J'ai eu énormément de difficultés. Ça m'a empêché de continuer l'écriture pendant une année. J'étais bloqué sur cet événement très violent. Voilà, bon, donc une fois que je l'ai dépassé, j'ai pu aller au bout. Mais c'est tellement réussi, un scénario vraiment super bien réussi. Pourquoi, si vous voulez donner la réponse, vous êtes libre ou pas, pourquoi avez-vous été bloqué alors? Pourquoi avez-vous été bloqué? Si vous voulez, peut-être d'autres personnes vous ont déjà raconté ça. Nous rentrons, enfin moi c'est ce qui m'arrive, je rentre dans la peau des personnages. Que ce soit le meurtrier ou la victime, ou le héros, etc. Et donc, il y a des moments extrêmement douloureux. L'écriture est un plaisir fantastique, où moi, l'aventure la plus fantastique, c'est quand le personnage guide ma main et que je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas à l'avance ce qui va advenir et je suis parfois surpris de ce que j'écris, comme si ça n'était pas moi, mais le personnage. Et ça, c'est pour moi une aventure absolument exceptionnelle que j'ai découvert petit à petit, parce qu'il y a très longtemps que j'écris, des livres non, mais des articles, etc. Et j'ai toujours, pour faire des conférences, utilisé des contes ou des histoires inventées pour capter l'attention du public, toujours. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'intérêt de partir sur des chemins un peu imaginaires. Vous savez, c'est réussi. Alors, la raison pour laquelle j'étais étonnée quand vous avez dit que vous étiez bloqué à un moment, parce que le récit est tellement bien agencé. L'énigme est là et en plus, vous avez une façon subtile de dévoiler, vous voyez, à la fin, au fur et à mesure qu'on lit, il y a une façon si subtile de dévoiler, vous voyez, les énigmes, c'est tellement bien posé, mais la scène du crime ou du meurtre, c'est pareil. C'était pas violent parce que, bon, les gens vont lire. Pourquoi je dis c'était pas violent? On découvre, c'est après. C'est ce que j'ai vécu. C'est ce que j'ai vécu. Je vous ai expliqué pourquoi. Parce que je me suis mis dans la peau où j'ai été habité par les deux personnages, meurtrier et sa victime. Donc, ça, pour moi, c'est une aventure que j'ai vécue intérieurement comme violente. Voilà, et je ne suis pas un fanatique de violence. Voilà. Mais en tout cas, le récit, je vous rassure que pour ma part, je n'ai pas senti cette violence, franchement, même en lisant cette scène. C'est vrai que ça ressemble à un petit peu un roman policier parce qu'il y a une enquête. Mais il n'y a pas que ça. Oui. Il n'y a pas que ça. On va revenir déjà par rapport au séjour de Mona en Chine. Oui. Vous nous faites découvrir la Chine, les spécialités culinaires, l'art, vous voyez, les costumes, vous nous parlez même des minorités, notamment la minorité Wa, c'est Wa? Les Wa, oui. Alors les Wa, ils vivent à cheval sur la Chine et la Birmanie, enfin ils vivent dans le triangle d'or. Le triangle d'or, c'est c'est la partie sud de la Chine, le nord de la Birmanie et du Laos. Et c'est dans cette région qu'il y a depuis assez longtemps beaucoup de cultures
d'opium pour fabriquer l'opium. Hein. D'accord, c'est ça. Alors, c'est vraiment, le scénario est vraiment super bien fait. Mona qui part, voilà, elle se retrouve confrontée à ce problème. Vous voyez, l'énigme est là, vous introduisez ces énigmes petit à petit, on comprend et on est en plein. En plus, le récit c'est agréable à lire. Vraiment, votre récit est tellement agréable à lire. Rien, vous faites un chapitre, voilà, ce qui est super. Et aussi, il y a plusieurs tableaux parce que tout ne se passe Oui. pas en Chine. Vous voyez, et en Non. Chine, l'île de Seine, Paris, et à un moment, vous faites un retour en arrière en Indochine. Vous voyez, Oui, alors il y a là, plusieurs tableaux. C'est vraiment super alors, facile à comprendre. On ne s'y perd pas. Mhm. le retour en arrière, c'est aussi quelque chose que j'aime bien utiliser pour qu'il y ait des points de capiton avec la réalité historique. Parce que le médecin dont je parle dans ce retour historique, et puis il y a des personnages politiques également, sont des personnages réels, et ça se passe à l'époque où ils y étaient. Et donc, ça, c'est pas inventé. Le déroulement de l'entretien ou les rencontres qu'ils font, ça, c'est inventé. Mais il y a des personnages réels, tout à fait. Et ça, c'est important. Eh bien, l'autre point important, c'est que je fais parler des objets. Voilà, c'est ça. C'est ce que j'ai Euh, failli dire. C'est original, ça. C'est original, oui. La valise verte, la valise marron, oui. Voilà. Et dans le début de cette histoire, qui se passe dans un autre livre qui malheureusement est épuisé, qui s'appelle Le blues du chariot, c'est un chariot de ménage qui raconte. Ah oui. Donc, alors ça aussi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et qui est important pour moi, c'est la notion de décalage. J'aime bien pouvoir me décaler et inviter les personnes avec qui je partage à se décaler. C'est ce qui se passe dans les contes traditionnels. On est dans une autre époque, dans un territoire plus ou moins imaginaire, etc. C'est le décalage. Il y a quelquefois des objets qui parlent ou des animaux qui parlent, etc. Et ça, j'aime bien ponctuer mes récits de ces décalages un peu spécifiques. Voilà. Oui, c'est vraiment un décalage. C'est original, ça, de faire parler des objets inanimés. Euh, j'ai trouvé ça vraiment génial. J'ai trouvé ça vraiment génial. Ils se Oui. plaignent de tout supporter. Ça nous permet de nous mettre un petit peu dans la peau de nos valises. Hein. Et c'est ce Vraiment. que m'ont dit beaucoup de personnes qui ont déjà lu le livre. Elles m'ont dit, ben maintenant, je ne regarde plus mes bagages de la même façon. Tout à fait. Exact. Exact. C'est incroyable, hein, l'effet que ça donne. Vous avez réussi quand même à nous faire avoir ce déclic de nous mettre à la place de nos bagages. Vous imaginez un peu? Ça, C'est c'est très vraiment amusant. quelque chose de Moi, je trouve réussi. ça amusant. Oui, 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 oui. Très, très amusant. Quand j'ai commencé à écrire ce livre, euh, je relis. J'écris par petits bouts. Hein, j'écris pas de manière continue, surtout que j'ai beaucoup d'autres activités. Mais quand j'ai commencé à relire au début, je m'ennuyais. Et ça, je déteste ça. Moi, j'ai envie de me raconter des histoires qui me plaisent aussi à moi. Et je me dis, il manque quelque chose pour attirer mon attention et pour que je puisse, je sais pas moi, introduire une petite note d'humour très légèrement. Les bagages, c'est un décalage humoristique. Donc voilà, je me moque d'eux en même temps. Et donc je me moque d'eux, mais ils sont attachants. Et donc une fois que j'ai trouvé cette idée, j'ai pu alors là repartir sur si vous voulez, il y a des freins quand on écrit, et puis il y a des choses qui libèrent l'écriture. Et ça fait partie, moi, des choses qui peuvent me libérer. C'est vraiment super. Alors, je vais revenir sur l'île de Saint. Euh, Oui. vous parlez du congre. C'est la spécialité de la région, le congre, soupe de congre. Alors le congre, c'est un poisson
qui ressemble à un gros serpent. Vous voyez, c'est un poisson tout noir. Beaucoup dans la région, là. Alors. Oui, il y en a pas mal. Et c'est un poisson. Bon, enfin, c'est un poisson qui est assez difficile à cuisiner et les personnes de l'île de Saint le cuisinent à merveille. Voilà. Moi, oui, une soupe de congre. Et donc, ils coupent les tranches, etc. Et ils les font bouillir. Enfin bon, c'est assez remarquable. C'est pas la seule spécialité, hein, mais ils savent particulièrement bien la préparer, la soupe de congre. D'accord. Et l'appellation le continent, c'est que l'île est tellement isolée et tout que quand il faut aller de l'autre côté, on dit on va sur le continent? Tout à fait. Tout à fait. Pour eux, c'est le continent. Alors, il y a ceux du continent et ceux de l'île. Et bon, maintenant, ça a beaucoup évolué parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des résidences secondaires là-bas. Mais les Iliens, il n'y en a plus énormément, hein. En hiver, c'est entre 200 et 300 personnes maximum. En été, c'est le quadruple, comme sur beaucoup d'îles, hein. Alors, on va faire un retour un petit peu en Indochine dans les années 1900. Oui. Comme vous dites. D'accord. Vous allez nous faire un petit peu, donc c'est un rappel ou c'est une sorte d'historique parce que grâce à vous, j'ai quand même vu cette histoire sur la naissance de l'héroïne. C'est ça? Oui. Alors, l'héroïne a été découverte au tout début du XXe siècle. Non, oui, du XXe siècle. Bon, je ne sais pas exactement comment ça a été diffusé. Oui. C'est dans les années où fin du 18e, début du 19e, oui, pardon. Ça a remplacé l'opium, en fait, c'est ça? C'est ce que vous essayez de dire? Ça n'a jamais remplacé. Oui, l'opium est toujours... Oui, l'opium est toujours là, malheureusement, mais c'est beaucoup plus puissant, beaucoup plus addictif. Et du coup, ça a donné lieu à des trafics très, très rapidement. Voilà. Mais l'histoire que je rapporte est inventée. Je ne sais pas si ça s'est passé comme ça. Il y avait une régie de l'opium tout à fait officielle qui apportait beaucoup d'argent à l'État français par l'intermédiaire de l'Indochine. Donc, si vous voulez, le trafic de l'opium et les liens entre les trafiquants et les politiques étaient évidents. Ils étaient nécessaires, malheureusement. Oui, et puis de toute façon, vous avez bien scénarisé ce problème de trafiquants, tout un réseau qu'on démantèle, tout ça, voilà. Grâce à Mona, bref, ils découvriront. L'histoire est tellement bien faite, bien agencée, qu'on s'y croirait. C'est vrai qu'à un certain moment, vous avez dit, il y a des noms que vous avez donnés qui sont... Je me suis un petit peu doutée, hein, parce que vous mettez les noms sans tout, vous donnez les initiales. Je me suis un petit peu doutée que c'était peut-être vrai, réel. Oui. Alors, quelque chose que je remarque aussi dans le récit, vous, à travers Mona, elle a tout le temps ce rapport, ses rêves avec ses ancêtres. Oui. Donc, je ne sais pas, vous voulez nous en dire un mot? Comme je l'écris en 4e de couverture, je ne peux pas me défaire ni de ma profession quand j'écris, ni de mon histoire familiale. Donc, j'ai glissé dans le livre quelques éléments de mon histoire familiale. Voilà. Et c'est dans les rêves de Mona. Ça revient dans les rêves de Mona, et puis après, elle arrive à en discuter avec son père, etc. Ok. Donc, c'est une petite note. C'est pareil, j'aime bien introduire des petites notes personnelles. Ben, super, c'est bien fait. Alors, on va revenir à l'île de Saint. Oui. Les deux enquêteurs qui, finalement, autour de ce meurtre, naît une histoire d'amour. Oui. On va philosopher un petit peu.
D'accord. Voilà, tout dépendra de la philosophie de chacun. C'est perçu comme un mauvais sort qu'une relation naisse autour d'une histoire de Je meurtre? pense que ça, c'est plutôt alors les notes professionnelles. Effectivement, il peut y avoir sur la façon dont se construit une relation, et y compris une relation d'amour, il peut y avoir une espèce de malédiction inconsciente, si vous voulez, si ça n'est pas clarifié et si ça n'est pas posé entre les personnes qui ont traversé ces moments difficiles émotionnellement, parce que travailler sur un meurtre, c'est difficile. On est traversé soi-même par des émotions fortes. Et quand ça se mélange à des émotions amoureuses, il faut parvenir à un moment donné à faire la part des choses. Ça, c'est mon point de vue. Et plus c'est clair dans la tête de chacun, et plus c'est clair, clairement posé entre les personnes qui ont une relation amoureuse, plus c'est facile après à digérer, à repérer, plus il est facile pour chacun de repérer ce qui éventuellement dans une dispute ou un conflit avec d'autres à l'extérieur ou avec de la famille, etc., c'est de faire des liens avec ça. C'est pas exceptionnel. D'accord. Voilà. C'est un psychothérapeute qui parle. Thérapeute familial, oui. Oui, oui, c'est bien, j'ai super apprécié parce que effectivement, il décide de faire un petit travail avec un professionnel pour qu'après, voilà, le mauvais sort ne les suit pas. Je me suis posé la Oui. question, je dis, bon, faut-il être superstitieux pour y voir un mauvais présage? Non, pas du Non. tout. C'est pas de la superstition, c'est le constat que nous avons chacun un sac à dos avec des choses dont nous ne sommes pas conscients, Ah oui. qui animent nos relations, qui nous poussent dans telle direction, dans tel choix professionnel, tel Hmm. choix amoureux, tel choix de vie, de mode de vie. Et c'est bien de savoir ce qu'on a dans le sac à dos, parce Ah. que ça nous donne plus de liberté d'accepter ou pas accepter ce Hmm. qui nous pousse. Quand on ne sait pas ce qui nous pousse, on ne peut pas choisir. Quand Hmm. on a pris conscience et quand on sait ce qui nous pousse, et ça relève le plus souvent d'un travail. Quelquefois, c'est un travail qu'on peut faire soi-même, mais le plus souvent, on a besoin d'être accompagné. Vous venez vraiment de me faire percuter sur quelque chose, hein. C'est important alors ce que vous dites là. Je m'en rends compte. Je n'avais pas pris cette mesure, hein. En, en lisant, j'ai bien marqué comme ça, superstition, mais je me rends compte que c'est important. Je crois que les personnes qui nous regardent vont effectivement prendre conscience de ce que vous venez de dire, hein. Il y en a peut-être à qui ça va donner des idées Oui, oui. par rapport à eux-mêmes, et ce sont des richesses, mais quelquefois ce sont des richesses qui ont des effets gênants, qui entravent, qui bloquent, qui angoissent, sans qu'on sache d'où ça vient, etc. Et quand on repère la source, eh bien quelquefois ça donne beaucoup plus de liberté. Au moins de choisir, ça je prends, ça je prends pas, voilà. Ça ne me concerne pas, ça concerne mes parents, ça concerne mes grands-parents. Je suis pas obligé d'accepter, voilà. Ah, d'accord. On revient à ce qu'on appelle les traumas ou les malédictions transgénérationnelles. Parce que, Oui, c'est plus transgénérationnel ou intergénérationnel, oui, bien sûr. Ça pèse sur nos épaules, c'est normal, c'est ce qui arrive à tout le monde. Même, moi, je me suis beaucoup occupé d'enfants déplacés de famille et d'enfants adoptés et d'adoption. Et même pour des enfants qui n'ont pas connu leurs parents,
ils ont des parents qu'ils imaginent à un moment ou à un autre de leur existence, et du coup, ça pèse aussi sur leur destinée. Ils imaginent que ça pourrait être comme ci ou comme ça, de la part de leurs parents. Je parle aussi de l'importance de la transmission dans le livre, par un des héros du livre précédent, Le blues du chariot. Je vais essayer de le faire rééditer. Il faut que j'y apporte des corrections. Il date de 2005 et il est épuisé, donc il faut que je le retravaille un peu. Mais le personnage à la fin qui philosophe un peu sur ce qu'on doit transmettre, laisser une trace, etc. Je trouve ça très, très important, et ça fait aussi partie des choses qui me poussent à écrire. Oui, 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 je l'ai lu, je l'ai noté d'ailleurs. Je l'ai coché parce que on va le mettre avec votre livre sur la plateforme. J'écris toujours un paragraphe. Antoine, oui, il passe de très, très, très bons messages, effectivement, à la fin du livre. Il donne effectivement des messages existentiels, hein, Oui, et c'est très oui, oui. à lire. Voilà. Vraiment, très, très, très bel échange, Monsieur Goran. Un récit très captivant. En sortant de ce récit, on se pose des questions sur comment, comme vous dites, la transmission, qui on est, de qui on est exactement. Oui. Mona, à travers ses rêves, on a toujours cette impression que son passé la rattrape. Qui elle est exactement? Oui. On ne peut pas se faire si on ne sait pas d'où l'on vient. Voilà. Je suis tout à fait d'accord, bien sûr. Bien sûr. Du J'ai coup, trouvé cet échange très, très agréable et très intéressant. ben merci, c'est Merci. nous qui vous remercions de nous avoir fait passer vraiment un agréable moment. Mesdames et messieurs, lisez ce livre, Brume céleste, très, très intéressant. Que puis-je vous en dire plus? Monsieur Goran et moi avons parlé de grandes lignes de ce livre. Nous ne pouvons pas vous donner les détails. Nous vous conseillons de le lire. Il est facile à lire, vraiment très simple, très simple. Il y a plusieurs tableaux, mais Monsieur Goran a eu cette faculté de faire des chapitres. On sort d'un chapitre, on passe à un autre tableau, on ressort de ce chapitre, on passe à un autre, mais ça se suit. L'histoire est vraiment bien agencée, on arrive à se retrouver. Pourtant, il y a tellement de personnages. Il y a tellement de personnages dans ce livre, vous voyez, mais c'est limpide. L'histoire est vraiment limpide, très intéressant. Voilà, mesdames et messieurs, Brume céleste de Monsieur Daniel Goran. Nous vous le conseillons. Monsieur Goran, vous avez un dernier mot à rajouter? Vous me faites rougir de plaisir. Oh, ben vous nous faites passer un agréable moment. Et où est-ce qu'on le trouve, Monsieur Goran? En fait, vous avez un site, déjà, c'est aux éditions Spinel. Alors, l'éditeur l'expédie gratuitement en France, enfin gratuitement si on l'achète, mais il n'y a pas de frais d'expédition. On peut le trouver à la FNAC, chez Décitre. On peut le commander normalement dans toutes les librairies, voilà, sans difficulté. Je l'ai laissé dans plusieurs librairies de Nantes, puisque j'habite Nantes, mais je ne vais pas faire le porte-à-porte de toutes les librairies de France, même si j'aimerais bien, ça me donnerait du plaisir, mais ce n'est pas possible. Voilà, mesdames et messieurs, donc Brume Céleste aux éditions Spinel, donc disponible sur Amazon et dans certaines librairies en France. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci et à très bientôt. Merci à vous, Monsieur Gourand. Un grand merci. Merci, Madame Eya. Mesdames et messieurs, nous avons réellement apprécié cet échange avec Monsieur Daniel Gourand. Deux points principaux apparaissent à travers cet échange. Donc, son personnage, Mona, tout au long du récit, a des rêves. Elle rêve de son passé, elle essaie de découvrir, elle ne sait pas trop. C'est en fait
pour nous faire comprendre l'importance d'un héritage intergénérationnel. Il explique que nous avons vraiment tous, en tant qu'humains, nous avons besoin de savoir d'où nos racines, d'où l'on vient, l'histoire de notre famille. C'est ce qui explique en fait les personnes. Ça nous aide à comprendre un petit peu les personnes que nous sommes ou les adultes que nous devenons. Vous allez voir à travers l'échange, il parle même des enfants qui sont adoptés, qui à un moment font la recherche. C'est en fait pour se retrouver, ils veulent comprendre qui ils sont. La lignée est très importante. Donc l'héritage intergénérationnel est très important. Le deuxième point, c'est quoi? Il parle du contexte dans lequel se créent les relations. Dans le récit, vous allez voir que deux de ces personnages se retrouvent sur un lieu, sur le lieu de meurtre. Ils viennent pour enquêter. Je ne vous donne pas les détails, vous verrez. Et à un moment, ces deux personnes se posent la question. Ils ont un petit peu ce doute. Ils se disent, mais que va devenir cette relation vu que nous nous sommes rencontrés sur une scène de meurtre? Est-ce qu'on doit foncer ou qu'est-ce qui va arriver? Le mauvais présage. Superstition, pas superstition, je ne suis pas là pour juger. Mais en tout cas, Monsieur Goran explique qu'il ne faut pas négliger ce côté. Ne négligeons pas le contexte dans lequel peut se créer une relation. Voilà, donc c'est les deux points qui ont vraiment fait partie de cet échange. Lisez ce livre, il est vraiment très intéressant parce qu'à la fin du livre, on n'en a pas parlé, mais à la fin du livre, à travers un personnage quand même, Monsieur Goran intervient pour nous faire réfléchir. Il utilise ce personnage pour nous permettre, de nous interroger sur un problème important d'une portée existentielle. Voilà, donc cette personne fait des réflexions sur la mort, la vie et puis l'existence. Voilà, lisez le livre, vous allez comprendre. Je ne vais pas en dire plus. Brume céleste de Monsieur Daniel Goran. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Surtout, n'hésitez pas, nous sommes là pour encourager les auteurs. Laissez des commentaires sur les sites de vente de leurs livres ou alors auprès de leur maison d'édition. Laissez des commentaires, c'est très important. Et aussi, si vous aimez Parlons de livres, vous aimez notre contenu, encouragez-nous, abonnez-vous et laissez vos commentaires. Nous vous remercions. On se dit à très bientôt.